Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e des prix de la saison consacré à un Grand Prix d'Espagne qui n'était pas vraiment le plus palpitant, le plus excitant, mais qui nous tenait en haleine avec un certain enjeu stratégique jusqu'à ce qu'une safety car tardive bouleverse le récit de la course. Voilà comment on pourrait résumer rapidement ce que l'on a vu hier sur une piste beaucoup plus conventionnelle où le vrai niveau des voitures se révèle dans des conditions en plus chaudes avec des pneus qui se dégradaient. On a vu une photo qui se rapproche vraiment de la vérité de cette saison 2025. Il fallait en plus rester en alerte avec les nombreux arrêts. Et donc à la fin, on a eu ces 6 tours un peu plus fous qui viennent changer une partie du résultat du week-end que l'on va maintenant débriefer. En tout cas, quoi qu'il arrive dans ce récit, il y a une chose qu'on ne pouvait pas modifier hier, c'était la victoire et le doublé de McLaren. Personne n'aurait pu les battre ce week-end. On sait depuis le début de saison que l'écurie de Woking a un coup d'avance. Ça s'est confirmé sur toutes les pistes et particulièrement sur celle-là où on voit généralement le vrai état de la hiérarchie. Et ce n'est pas la directive technique sur les ailerons avant qui a changé quelque chose comme on pouvait s'y attendre. Le signe ultime que McLaren était au-dessus du lot ce week-end, selon moi, on l'a vu en qualification où ils ont dominé comme jamais ils ne l'avaient fait pour l'instant dans cette saison. Cette fois, personne n'a pu venir les embêter, ils étaient clairement devant. La course, elle, n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille puisque Verstappen s'est intercalé entre les deux voitures au départ. Il a ensuite tenté une stratégie à un arrêt de plus pour les perturber et il y a en plus cette histoire de la safety car qu'il a fallu bien gérer, mais globalement, ça n'a pas été un problème pour McLaren. La course a été menée de main de maître, on n'est pas tombé dans le piège de Verstappen, on a suivi le plan initial, on a arrêté les deux pilotes à chaque fois au bon moment, on a fait le bon choix à la fin. Bref, idéalement placé et avec la meilleure machine, McLaren a concrétisé. Voilà, je pense que c'était un scénario qu'elle devrait mettre en place quasiment tous les week-ends à présent. En vérité, l'avance n'est pas écrasante, on n'est pas revenu au temps de Mercedes ou même de Max Red Bull il y a quelques saisons. On parle de quelques secondes sur un train, un relais de pneus, mais cette voiture tient beaucoup mieux ses gommes, elle est beaucoup plus équilibrée et une fois qu'elle est devant, c'est terminé pour les autres. On peut donc s'attendre, comme je le disais, sauf retournement inouï de situation via développement, ce à quoi je ne crois plus, à qu'on ait ce genre de scénario sur la majorité des courses, du moins sur les circuits classiques et dans des conditions représentatives. Il va falloir saisir une fenêtre très étroite sur un week-end, sur un instant, si on veut enlever une victoire à McLaren. Max l'a fait pour l'instant 2 fois, une fois grâce à une qualif exceptionnelle, l'autre fois grâce à un départ exceptionnel sur un circuit particulier. Voilà, maintenant il reste 15 courses, je ne sais pas si McLaren sera battu beaucoup de fois lors de ces 15 courses. Si je devais parier, je dirais qu'il y aura au moins 12-13 succès de l'écurie orange. Et du coup, nécessairement, le titre devrait se jouer entre les deux pilotes McLaren, encore plus avec ce qu'a fait Verstappen, on va y revenir. Et du coup, là-dessus, Norris me fait une nouvelle fois manger mon chapeau, puisque dans la lancée de Monaco, où sa brillante victoire et surtout sa brillante pole me faisait penser que c'était le signe d'un pilote enfin en confiance avec sa machine et prêt à confirmer, eh bien, il a rechuté, on va dire, à Barcelone. Après voilà, vous savez que sur Norris, j'ai souvent un avis qui diffère un peu du vôtre, c'est souvent génial qu'on puisse se comparer là-dessus. Donc en fait, peut-être juste que c'est moi qui vois Norris d'une manière que je ne devrais pas avoir, et peut-être qu'en fait, petit à petit, je vais me ranger derrière des avis plus négatifs, plus tranchés sur Norris que le mien. Alors c'est pas grand chose, on parle de 2-3 détails dans le dernier tour de Q3 et d'un envol pas terrible, mais malheureusement quand tu joues le championnat face à ton coéquipier dans la meilleure voiture, tu gagnes le titre en étant souvent devant ton coéquipier à la fin du premier tour, et pour ça, faut soit partir devant, soit réussir son départ, et c'est constamment ce que Norris n'arrive pas à faire. Il n'est jamais en tête au premier virage, quand il l'a été, il a gagné, c'était en Australie et à Monaco. Ce qu'il manque à cette saison pour l'instant, et j'espère qu'on le verra, c'est un vrai duel en piste entre les deux McLaren, mais j'ai le sentiment que ça n'arrivera
pas vraiment, puisqu'avec les caractéristiques des voitures, l'air sale et le fait qu'on a du mal à suivre une voiture, encore plus quand c'est la même que toi, avec les mêmes forces, les mêmes faiblesses, eh bien je pense qu'on ne verra pas de duel. Donc je le répète encore une fois, le pilote champion à la fin de l'année, je pense que c'est celui de Piastri et Norris qui aura terminé le premier tour devant l'autre le plus souvent. Et c'est précisément là-dessus que Norris propose une véritable masterclass depuis le début de la saison, puisqu'il est beaucoup plus froid, il est beaucoup plus tranchant, il est beaucoup plus à l'aise dans les moments décisifs que sont notamment la qualif et le départ. Là, sa pole, je pense que c'est sa plus belle pole de la saison, en tout cas sa plus autoritaire, et de là, il a pu aisément contrôler suite à son bon départ. Il a fait comme il l'a déjà fait notamment du côté de Bahreïn ou de Shanghai. Voilà, on ne l'a plus revu, peu importe ce qui se passe. Pour toutes ces raisons, et aussi parce que cette saison, il arrive à hausser son niveau de jeu, ce qu'il ne faisait pas totalement, même en fin d'année dernière, eh bien Oscar est doucement en train de devenir le favori, même si c'est ça qui est beau, l'écart reste très serré entre les deux. Mais voilà, je le répète, pour savoir qui sera champion entre les deux coéquipiers, à la fin de la saison, il faudra regarder lequel aura fait le plus de premiers tours devant l'autre, et pour l'instant, Piastri domine ce jeu. Et la pression sur les pilotes McLaren, en tout cas l'attention par rapport au titre, vient sûrement de monter encore d'un niveau ce week-end, car selon moi, Verstappen vient de faire une croix sur son 5e titre, en tout cas sur un 5e titre consécutif. Évidemment, avec 15 courses restantes et des packages d'évolution qui peuvent encore arriver, c'est insulter l'avenir que de dire ça, mais je vais aller au bout de ma pensée. Je n'imagine plus le Néerlandais revenir. Son talent, on le connaît, c'est absolument évident, et jusque-là, même sur ce début de saison, il a toujours réussi à amener sa voiture au maximum, voire mieux. C'est pour ça qu'en arrivant à Barcelone, il était le pilote numéro 1, le mieux noté, en tout cas dans mon classement. C'est du Max tout craché qui arrive à faire mieux et à rester un candidat au titre avec une voiture qui ne l'est pas forcément. Mais cette saison, l'écart de monoplace se fait beaucoup plus ressentir. Il n'a pas le matelas qu'il avait en fin d'année dernière, et l'adversaire, ce n'est plus un Norris esselé et pas prêt, mais 2 pilotes orange qui désormais ne peuvent quasiment plus quitter le podium. Et du côté de Red Bull, même si des évolutions récentes ont permis de mieux comprendre la RB19 et d'en faire globalement aux mains de Verstappen la 2e force en qualif et en course, eh bien on galère de plus en plus au fur et à mesure des saisons. On n'a vraiment pas la clé pour concurrencer McLaren, et je pense aussi que la perspective de 2026 qui approche et où il y a beaucoup de défis pour l'équipe va obliger prochainement, vu le retard au championnat, à faire des choix peut-être difficiles concernant 2025. Donc, dans ce contexte, pour être champion du monde, la tâche, elle est vraiment titanesque. Mais alors, avec ce que Max a fait au 64e tour, je pense que la tâche, elle est devenue quasiment impossible maintenant. J'ai le sentiment qu'en un geste, il a envoyé en l'air tout un week-end où il avait de nouveau à maximiser le potentiel de sa voiture, et qu'en un geste, il a violemment heurté ses chances au championnat. 3e sur la grille, puis 2e après un beau départ, il a tenté une stratégie audacieuse avec un arrêt de plus que les McLaren. Selon moi, c'était très bien tenté puisqu'il était assuré de la 3e place et qu'il n'y avait quasiment aucun monde où il battait les McLaren. Donc autant tenter de faire quelque chose avec les pneus, c'était très très bien joué. Mais malheureusement, paradoxalement, c'est cette tentative stratégique qui l'a lourdement pénalisé quand est arrivée la safety car, puisqu'il n'avait plus de train de soft, il les avait déjà tous utilisés, et il n'avait plus de médium non plus, donc fallait mettre les hard. Pas de bol, mais là je me demande si Red Bull n'aurait pas pu simplement le laisser en piste, puisque déjà il aurait probablement pris la tête, ce qui aurait pu peut-être perturber les McLaren, il aurait fallu le repasser, et puis il aurait eu des softs, alors certes usés, mais qui restaient des softs. Donc je sais pas, ça se trouve, ça aurait été pire, mais j'ai quand même le sentiment que ça aurait été mieux, en tout cas ça l'aurait pas mis dans la situation où il s'est retrouvé. Et en tout cas, à partir de là, c'est vraiment le moment où Verstappen a vrillé. Alors je déteste faire de la psychologie de comptoir, encore plus de mon siège, de mon canapé, face à des pilotes de Formule 1 qui valent bien mieux que ça, mais j'ai pour le coup vraiment le sentiment que c'est exactement ce qu'il s'est passé. Je crois que Verstappen a craqué par accumulation de petites frustrations. Se retrouver seul en hard face à une flopée de pneus soft, glisser à la sortie d'un dernier virage, être touché par Leclerc, être passé par Leclerc, se faire pousser dehors par Russell qui a parfaitement utilisé le règlement pour plonger à l'intérieur au premier virage, avoir l'équipe qui ne va pas dans ton sens à la radio, avoir l'équipe qui te demande de rendre la position alors que tu penses que c'est injuste. Alors en 4 tours, Verstappen il a perdu
non seulement peut-être l'opportunité de jouer la victoire, mais aussi le podium, voire même le top 5. Et donc en fait, je pense qu'il a juste pété un plomb et qu'à partir de là, il a perdu son sang-froid, perdu sa lucidité et qu'il a tenté quelque chose qui a été complètement naïf pour ne pas être encore plus négatif. Et c'est évident ce qu'il a tenté. Il a tenté de faire repasser juste le museau de Russell devant pour dire c'est bon, je l'ai laissé passer, et ensuite lui replonger à l'intérieur au virage suivant comme Russell l'avait fait 2 tours avant. Mais ça ne marche pas pour laisser passer, il faut vraiment laisser repasser sur un virage proprement et ensuite peut-être réattaquer. Demander à Hamilton à Spa face à Raikkonen en 2008, il me semble. Voilà. Pour laisser passer et réattaquer derrière, il faut laisser un temps. Et là, clairement, c'était n'importe quoi. En plus, le plongeon au virage, il n'est pas du tout maîtrisé. Je ne dis pas qu'il lui a tourné dessus volontairement, mais il a tenté de lui bloquer la route, comme on fait maintenant à l'intérieur avec cette règle pourrie, mais il l'a pas du tout bien maîtrisé. Selon moi, il devait bien rendre la place à Russell, puisque Russell était au moins avec ses roues avant au niveau du rétroviseur à l'intérieur du virage, donc il avait le droit de laisser Verstappen en dehors. Bref, cette règle, je la trouve horrible et je pense qu'on devrait y mettre fin rapidement. D'ailleurs, on l'a vu avec Lawson face à Bierman et Albon, ça ne crée que des problèmes. C'est, selon moi, à l'inverse de l'esprit de la course. Mais la règle est la règle, Verstappen doit la respecter et son coup de sang lui coûte à minima 9 points, peut-être même 11, car s'il laisse passer Russell proprement, je pense qu'il peut peut-être aller le rechercher. C'est rare, mais 2 à 3 fois par saison, on voit Verstappen sortir de sa perfection et craquer. Lui qui sait généralement si bien utiliser le règlement et le mental de ses adversaires pour s'en sortir toujours comme en étant le meilleur, et bien cette fois, il a été trop loin, comme il le fait ponctuellement tous les 10-15 courses. Et là, pour le coup, vu sa situation déjà très difficile pour le titre, je crois que là, ça va lui coûter cher, trop cher pour le reste de la saison. Et si Verstappen a été le perdant de la safety car, Leclerc en aura été le gagnant au terme d'un week-end globalement particulier, assez inédit pour le Monégasque qui avait tenté un coup le samedi, utiliser un train de soft en FP3 pour conserver un médium et donc avoir 2 médiums dans la course. Le problème, c'est que ça lui donnait qu'une seule tentative en Q3, tentative qu'il a en plus décidé de faire assez tôt pour éviter d'avoir un drapeau rouge, de ne pas faire de temps et de partir 10e. Du coup, il était le dernier des top teams, 7e, mais avec ce potentiel stratégique en course que les autres n'avaient pas. Et en course, en plus, on sait que c'est là où la Ferrari est la meilleure. J'ai clairement, je trouve, aimé cette prise de risque, surtout que selon moi, en fait, Leclerc, désormais, vu l'état des choses, il est un peu assuré de finir 4e en course, quoi qu'il arrive, puisqu'on le sait, il a bien plus de rythme qu'Hamilton, et on le sait aussi, les Mercedes s'écroulent. Donc voilà, c'était bien joué, ça lui donnait l'opportunité, peut-être si les hards avaient été utilisés, de prendre le podium à la régulière. En plus, il a fait un magnifique envol, ça a facilité les choses, puisqu'il s'est directement débarrassé des 2 Mercedes avec ce beau plongeon sur Russell, donc parfaitement placé. Derrière, on voit qu'il est plus rapide que Hamilton. La consigne d'équipe tombe fort logiquement, même si pour moi, elle est quand même arrivée 3-4 tours trop tard. Ferrari met un petit peu de temps, même si je reconnais que c'était pas facile. Mais voilà, Leclerc, à un moment donné, il a 2 secondes de retard sur Norris. Quand Hamilton le laisse passer, il en a 6. Donc voilà, difficile. À partir de là, il a globalement eu le rythme du top 3 sur une bonne partie de la course, puisqu'il est resté dans cet écart de voilà entre 5 et 6-7 secondes de retard, même un petit peu moins sur Lando Norris. Et après, malheureusement pour lui, on a fini par se rendre compte que son coup stratégique ne marcherait pas, car au final, comme très souvent, comme quasiment toujours, on se fait toute une montagne de la dégradation le vendredi et le samedi. Et en fait, en course, c'est moins pire que ça. Au lieu de devoir faire soft, medium, hard, eh bien tout le monde a pu faire soft, medium, soft. Donc clairement, peu de dégradation. Et donc le pauvre Leclerc qui faisait lui obligé de faire soft, medium, medium, eh bien sur le dernier relais, il s'est retrouvé clairement avec la mauvaise stratégie, les mauvais pneus. Donc son coup n'a pas marché. Il s'est retrouvé avec la moins bonne stratégie des top teams. Je suis d'ailleurs curieux de voir si ça aurait eu des conséquences, cette erreur stratégique entre guillemets, en tout cas ce coup qui n'a pas payé, puisqu'avant la safety car, Russell revenait, il était revenu à 3 secondes, alors peut-être qu'à un moment donné, les médiums auraient pu avoir l'avantage et contenir les softs, mais voilà, j'aurais aimé voir. En tout cas pour Leclerc, la course a basculé du bon côté puisque la safety car est bien tombée pour lui et donc à la relance, il a magnifiquement saisi l'occasion de manger Verstappen en hard et de monter sur un 2e podium consécutif. Le week-end a été plus compliqué en revanche pour Hamilton,
Hamilton, comme d'hab, hein, la 5e place sur la grille, selon moi, était un petit peu un trompe-l'œil, parce que certes, il était devant Leclerc, mais le Monégasque n'avait pas fait de dernier run et lui avait collé 3 dixièmes sur le premier, donc compliqué. Après, il a fait un bon départ, il a bien plongé sur Russell au premier virage, mais on a très vite vu l'énorme différence de rythme par rapport à son coéquipier, différence qu'on a vue tout au long du Grand Prix et qu'on voit depuis le début de la saison. À partir de là, il était contraint de faire 5e et il était même menacé par Russell. Et malheureusement pour lui, ses trains de pneus restants ont un petit peu compromis sa fin de course, puisque déjà il lui restait plus que 2 trains de soft usés, et donc en fait il ne pouvait pas anticiper l'arrêt de Russell pour contrer l'undercut comme il avait fait sur le premier arrêt, parce qu'il restait trop de tours à faire sur les softs usés. Ça a permis à Russell de réaliser l'undercut. Du coup chez Ferrari on décide de rester plus longtemps en piste pour avoir un avantage à la fin. Malheureusement, il y a la safety car qui valide l'undercut de la Mercedes et qui oblige en plus Hamilton à repasser au stand pour un nouveau train de pneus usés. Alors en vrai, il y a 12 pilotes qui ont fini la course en train de pneus usés, dont 8 des 9 premiers. Mais voilà, je ne sais pas exactement de combien étaient usés les pneus des uns des autres, mais voilà, ça n'a pas aidé Hamilton et ça explique pourquoi il n'a pas pu contenir Hülkenberg qui, lui, pour le coup, avait à la fin des softs neufs. Et ça a fait une énorme différence. Et donc bref, à l'arrivée, on a encore une fois exactement la même conclusion concernant Lewis Hamilton que depuis le début de la saison. Rien n'a changé, rien ne s'est amélioré dans sa relation avec sa monoplace. La galère continue et elle est fondamentale, elle est profonde. Quant à Mercedes, comme anticipé lors du dernier des prix, ce week-end me semble un petit peu enterrer les espoirs de l'écurie allemande qui, après un bon début, stagne désormais complètement, semble perdu sur le vrai niveau de sa voiture, au tel point qu'ils ont retiré les évolutions amenées plus tôt, notamment les suspensions arrière. Et voilà, surtout Mercedes aujourd'hui, voilà, clairement, c'est la 4e force. Alors c'est pas vrai en qualif où la voiture est toujours dangereuse sur un tour avec les pneus les plus tendres, preuve en soit Russell qui signe le même temps que Verstappen, hein, globalement il joue dans les mêmes eaux en qualif, mais en course il n'y a rien à faire. J'étais d'ailleurs persuadé avant le départ, je l'avais écrit, qu'il ferait 6e et 7e, et après en plus un mauvais envol, c'est là où ils étaient condamnés à terminer. Sauf que voilà, il y a cet undercut sur Lewis Hamilton et paradoxalement, c'est le nouvel abandon mécanique du pauvre Antonelli qui faisait un week-end plutôt normal, correct, disons à sa place, qui va permettre à Russell de faire un meilleur résultat que prévu. Déjà donc, la safety car valide complètement l'undercut de Russell sur Hamilton et ensuite, à la relance, il a bien saisi sa chance sur Verstappen en hard qui avait glissé à la relance. Il a plongé à l'intérieur, il s'est servi de cette règle débile d'être devant à la corde à l'intérieur, donc bien joué George, et du coup là-dessus, il a gagné sa 4e place. J'ai trouvé que la Mercedes était très véloce sur les pneus soft. J'ai même trouvé peut-être qu'elle était plus rapide que la Ferrari. Donc j'ai un peu le sentiment que ce contretemps avec Verstappen au premier virage et puis 2 tours plus tard a peut-être empêché à Russell de monter sur le podium à la place de Leclerc. Mais ne nous faisons pas avoir par ces 6 tours qui ne représentent clairement pas la réalité de la hiérarchie et du week-end. La réalité justement, c'est que Mercedes est aujourd'hui au 4e échelon de la hiérarchie et galère, notamment avec ses gommes, lors des week-ends qui sont complètement représentatifs. Et derrière, on a rapidement évoqué son nom, Nico Hülkenberg avec Sauber signe une sensationnelle 5e place. Rendez-vous compte, c'est le 4e meilleur résultat de toute sa carrière. Alors évidemment, c'est embelli par la safety car qui lui fait gagner 6 places avec l'abandon d'Antonelli, la pénalité de Verstappen et les dépassements sur Hadjar et Hamilton grâce aux pneus frais, des dépassements qu'il n'aurait pas pu faire si la course était terminée. Mais voilà, déjà, excellente fin de la part de Nico et surtout, de base, il allait terminer 9e à la régulière, ce qui est une révolution pour Sauber. Franchement, c'est une énorme surprise. D'ailleurs, je dois faire mon mea culpa, puisque dans la dernière vidéo, j'annonçais que Sauber ne marquerait plus de points jusqu'à la fin de la saison, preuve que je suis vraiment un expert de la Formule 1. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe a amené ce week-end un nouveau fond plat qui a très bien performé sur cette piste vraiment complète. Dès le vendredi, ils étaient déjà plus en fond de classement. Le samedi, malheureusement, Hülkenberg a fait une erreur qui l'a fait sortir en Q1, mais la magnifique 12e place de Bortoleto était déjà un très bon signe annonciateur. Et puis, beaucoup de choses se sont jouées au départ aussi pour Hülkenberg. 15e sur la grille, il arrive 13e au premier virage. Et là, Lawson plonge sur Alonso, il y a contact. Hülkenberg, ça le décale sur Albon, ça l'oblige à couper l'échappatoire. Du coup, il double Albon et derrière, il va en un tour et demi aller chercher et son coéquipier et Alonso.
On a un Hülkenberg qui était vraiment déchaîné au départ, qui l'a dit lui-même, il avait envie de se rattraper de sa qualif. Et on a aussi, je trouve, une Sauber qui est excellente dans les premiers tours du pneu, notamment les pneus les plus tendres. Et puis après, une fois 10e, il a bénéficié du rythme plus compliqué et de la stratégie pas optimale de l'Alpine de Pierre Gasly pour prendre une 9e place qu'il allait emmener au bout. Donc évidemment, les 10 points de l'arrivée sont beaucoup trop par rapport au réel niveau de la Sauber, mais ils étaient là et la vérité c'est qu'avec leur fond plat, ils semblent revenus dans la lutte pour les points, ce qu'on n'attendait pas du tout et qui sera à confirmer sur les prochaines pistes. Quant à Bortoleto, je trouve qu'il a montré de belles choses encore une fois, notamment à la qualif qui est vraiment top. Et malheureusement, sa course, à chaque fois, on le fait s'arrêter un petit peu tard, donc il passe de la porte des points à un petit peu plus loin. Et quand la safety car arrive, je crois qu'il est seulement que 15 ou 16e, donc malheureusement à la relance, il est un peu derrière. Il aura pourtant des softs frais, mais ne va pas réussir à gagner sa bataille face à Alonso, qui l'a dépassé de fort belle manière. Il a un peu fait la leçon, et même face à Lawson, où il termine vraiment, je crois, dans la même seconde. Donc dommage, il y avait peut-être ce qui au final s'est retrouvé être la 9e place à aller chercher, mais voilà, il n'a pas réussi à faire la différence, mais je trouve quand même que c'est pas mal et qu'encore une fois pour un rookie, il a continué de montrer de très belles choses. Donc Bortoleto, petit à petit, les éléments se mettent en place. Les belles choses justement, elles sont presque devenues banales avec Isack Hadjar qui nous régale et conclut magnifiquement un triple header qui aura été absolument parfait, 3Q3, 3 fois dans les points. Là, dans un nouveau week-end qui était extrêmement serré dans le midfield, il a encore su faire la différence comme un très grand au moment où ça compte. En Q2, boum, 3 dixièmes sur le Sun, le week-end bascule dans le bon sens. Magnifique. 9e sur la grille, il s'est arrêté après ses adversaires qui étaient Gasly et Hülkenberg, mais il est très vite remonté et il faut aussi dire que Racing Bulls avait la meilleure stratégie hier, parfaitement jouée, et on a très vite compris que la 8e place serait la sienne. Avec l'abandon d'Antonelli, ça fait 7e, mais Hülkenberg est impossible à contenir à la relance, mais finalement il y a la pénalité de Max, donc on a bien la 7e position et ses 6 points à l'arrivée. Voilà qui vient concrétiser pleinement un week-end de plein. Il n'y a honnêtement rien à dire sur le début de saison d'Isaac qui s'assoit directement à la table des meilleurs rookies de la dernière décennie. Il faudrait qu'on fasse une liste un de ces jours. Mais voilà, ce talent que l'on voit, que l'on connaît, que l'on sait depuis la FRECA se matérialise en ce moment sous nos yeux en un pilote de F1 total. Et c'est juste absolument incroyable à voir. Comme l'a dit Horner, son avenir s'annonce complètement radieux. Il était fait, Isack Hadjar, pour être où il est aujourd'hui. La seule peur malheureusement pour lui, c'est que le 2e siège Red Bull n'est pas un siège normal, donc on a un peu peur pour la suite et on espère qu'il va pouvoir rester dans le contexte actuel le plus longtemps possible. Du coup, c'est forcément l'occasion de dire un mot de Tsunoda qui, ça y est entré dans la boucle Sergio Pérez où plus rien de bon ne peut sortir du pilote, alors qu'il y a 2 mois, ce même pilote, on rappelle qu'il volait dans sa Racing Bulls. Sa dernière place en qualif illustre son incapacité à extraire le potentiel de la voiture. Il surconduit. On a aussi Red Bull qui a fait une erreur en mettant trop d'ailerons arrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite il est parti des stands. L'équipe l'a reconnu. Et puis voilà, à l'arrivée, du coup, c'est 6 dixièmes de retard sur Verstappen en Q1, ce qui n'est pas non plus un écart monstrueux. Ça ne me surprend pas puisque c'est la norme que l'on voit pour ce siège depuis maintenant 2 ans. Ensuite, partie des stands avec des pneus médiums, ce qui était le seul à avoir au départ. Il est pourtant le premier à être rentré au stand. Il n'a ensuite enfilé que des pneus soft, une stratégie un petit peu expérimentale ou du désespoir qui ne lui a pas permis de remonter. Et en plus, malheureusement, la safety car l'a obligé à faire un 4e arrêt. À la relance, il est 15e, donc voilà, il n'y a rien de plus à dire. Le problème, il est connu de longue date chez Red Bull et aucun pilote ne pourra le régler, c'est à l'équipe de le faire. Bonne chance Yuki pour la suite, mais c'est très clairement honteux de voir cette 2e voiture n'inscrire que 7 points en 9 courses, quand Verstappen à lui seul en a mis 137. Et puis pour terminer sur le clan Red Bull, encore un week-end où c'est pas passé super loin pour les Almosson qui a de bonnes petites choses qui étaient dans le coup. Mais voilà, Isaac fait la différence au moment où ça compte et du coup Lawson part avec le petit train de retard à la porte des points, donc c'est un petit peu trop loin. Il a lui aussi été lancé sur la bonne stratégie, il a fini par remonter et je pense que sans la safety car, il aurait peut-être pu arracher le point de la 10e place à Gasly puisqu'il remontait très fort. Mais voilà, malheureusement safety car, à la relance il se fait manger par Alonso et donc se fait avoir et perd ce qui aurait été au final la 9e place. Dommage, encore une fois pour Lawson. On sent qu'il y a du potentiel, mais
dans la mise en exécution, il y a pas encore tout. Et je rajouterai un petit bémol, c'est pas la première fois que dans son rapport aux autres sur la piste, il est brouillon, voire limite. Alors tout n'est pas de sa faute dans les différentes embrouilles qu'il a eues aujourd'hui, mais ça me semble être une constante que Lawson, en piste face aux autres, c'est pas ultra bien maîtrisé. À confirmer dans le temps, mais pour l'instant, c'est l'impression qu'il me donne. On vient de l'évoquer lui aussi, Alonso débloque enfin son compteur. On rappelle évidemment qu'il aurait dû le faire depuis bien longtemps, c'est juste de la malchance et son début de saison est vraiment bon. Mais paradoxalement, il marque des points pour ce qui est peut-être son moins bon week-end du triple header, j'ai trouvé. Sa qualif, elle était top, encore une fois, il passe en Q3, mais sa course m'a un poil déçu avec parfois un rythme un petit peu en deçà, pas aidé non plus par une Aston qui a été un petit peu difficile en course. Et puis voilà, il y a surtout cette grosse erreur avec le passage dans le gravier. C'est un peu inédit de la part d'Alonso, mais c'est une belle erreur. Heureusement, lui, la safety car lui a redonné une chance à la fin et c'est là qu'il a été vraiment exceptionnel en allant chercher 2 très beaux dépassements sur Bortoleto et Lawson. D'ailleurs, il a fait beaucoup de dépassements très beaux et très opportunistes dans la course. Voilà, en tout cas, des points, c'est bien. Aston est bien de retour dans la lutte pour les points, même si, attention, la course a été difficile et cette voiture, elle a encore plein de défauts, notamment la vitesse de pointe ou d'autres points que pointait Alonso. Ça fait beaucoup de fois le mot point. Et de l'autre côté du garage, ce week-end, il n'y avait pas de voiture. Après la blessure de Lance Stroll, douleur au poignet qu'il se traîne apparemment depuis 6 semaines. Donc quand même, ça fait beaucoup et ça prouve aussi que Lance Stroll, on ne le voit pas parce qu'en fait, personne n'avait rien remarqué. Donc voilà, surtout ça vient peut-être de son accident de vélo avant la saison 2023. J'ai peur que ça l'éloigne un petit temps des circuits. Et malheureusement, ce week-end, c'est mal tombé puisque vu qu'il a fait la qualif, il n'a pas pu être remplacé. Ça aurait pu enfin être la chance d'un Crawford ou surtout, je dirais, d'un Drugovich qui, dans la lignée de ceux qui ont fait leur début récemment, je trouve, mériterait aussi d'en avoir au moins une. J'espère, tout autant que j'espère, on va dire, que Lance Stroll se remette vite, j'espère aussi quand même que Drugovich aura l'occasion de conduire sur un week-end de Formule 1. Et puis pour revenir et terminer sur les pilotes qui ont marqué des points, on a Gasly qui en ajoute 4 à son compteur et c'est mérité pour son début de saison et son week-end, mais quand on voit les points inscrits par les autres équipes du milieu de tableau, forcément, c'est pas forcément génial. Et surtout, je trouve que la manière d'arriver au point me rassure pas pour Alpine. Gasly, lui, il a été le meilleur des autres en qualif, magnifique, il a tenu ce statut jusqu'au premier arrêt, et c'est là qu'on a commencé à voir qu'Alpine avait des difficultés. La voiture, elle est moins bonne en course qu'en qualif, la stratégie, elle n'a pas été optimale avec d'abord les 2 premiers relais de soft, j'ai pas forcément trouvé que c'était la bonne idée, et donc avec tout ça, Pierre se retrouvait 10e au lieu de 8e, et aurait même sûrement donc perdu le dernier point au profit de Lawson sans la safety car, où là pour le coup à la relance, il a été excellent, et profite du grabuge pour en marquer 4. C'est bien, c'est mérité pour Gasly. Pour la voiture, j'ai plus de doutes et je pense que ça va être galère de marquer des points régulièrement. Mais malheureusement, Alpine a besoin de points réguliers vu sa situation comptable. Si elle veut obtenir un résultat final un minimum à la hauteur de ses objectifs ou au moins sauver les meubles, va falloir répéter ce genre de performance quasiment tous les week-ends pour grappiller. Parfois ce sera la 12e place, parfois ce sera 2-3 points. Voilà ce que doit faire Alpine. C'est dur quand même. Pour Colapinto, condition toujours délicate vu sa faible expérience dans la voiture et même en F1 tout court. Notons qu'il était devant Gasly sur le premier run de Q1 avant que sa voiture ne le lâche, donc forcément c'est pas de sa faute. Il part très loin. À partir de là, il n'y a pas grand chose à espérer et comme tout pilote dans sa situation, il reste dur à juger, même s'il a lui-même dit que sa course avait été compliquée. Et puis pour terminer ce déprix, les 2 équipes qui n'ont pas marqué de points, à commencer par Williams, et c'est un coup d'arrêt dans leur début de saison, mais je pense qu'il est très temporaire, puisque je pense que leur problème vient du circuit qui ne leur correspond pas. C'était annoncé par eux dès le jeudi avec ses longs virages, ça s'est clairement confirmé. Sainz a été gêné, en tout cas il a dû doubler plein de voitures dans son tour de préparation de la Q1 et donc ça a mené notamment à son élimination, mais clairement la 11e place d'Albon en qualif semblait le bout du monde. C'était le meilleur résultat en qualif de Williams ici depuis 2017. Voilà, ça place un peu les difficultés de l'équipe sur ce circuit. Et puis en course, c'est comme si Williams n'avait finalement même pas pu participer puisque déjà Albon a un souci de pédale, d'embrayage sur le départ, donc malheureusement il perd des positions et les 2 pilotes
cassent leur aileron au premier virage. Derrière, on a un Albon qui rencontre 2 fois en piste à Lawson. La première fois, il lui rend pas la place comme Verstappen, ça fait 10 secondes. La deuxième fois, il casse son aileron dans ce qui est selon moi un incident de course. À partir de là, il n'y a rien à faire. Donc c'est terrible pour Williams, mais finalement, si j'ai envie de voir le positif, c'est pas plus mal que cette malchance en course ou ces problèmes arrivent le week-end où l'équipe n'avait finalement quasiment pas d'espoir de marquer de points et n'était pas dans sa vraie forme. En tout cas, voilà, dès le Canada, on veut revoir le vrai Williams parce que celui de ce week-end, c'était pas le bon. Et puis enfin, il y a Haas qui était peut-être la 10e force ce week-end, en tout cas, à mon sens, l'équipe qui avait le moins de chances de marquer des points avec toujours les mêmes limites, les mêmes problèmes sur la voiture. Après la magnifique performance de Monaco, Ocon est un petit peu revenu à la réalité, il a retrouvé ses soucis habituels dans la voiture, il a été battu par Biermann en qualif, mais Biermann qui n'a pas pu se qualifier mieux que 14 ou 15e. Voilà, c'était compliqué, en course, il n'y avait rien à espérer, les points étaient trop loin et aucune stratégie ne pouvait les sauver, d'autant plus que eux, ils faisaient comme Leclerc, la stratégie soft, médium, qui n'était pas la meilleure. Ocon tente de ne pas s'arrêter quand il y a la safety car, il n'avait rien à perdre, mais il n'avait rien à espérer non plus finalement. Donc à l'arrivée, je suis inquiet pour Haas car ce triple header s'est franchement mal passé, à part Monaco qui a été une parenthèse monégasque comme à son habitude. L'équipe recule au classement et surtout le plus inquiétant, elle ne trouve pas les raisons et les solutions à son problème sur la voiture. Et donc clairement maintenant, on regarde derrière, il y a eu quelques petits miracles sur le début de saison. Maintenant, attention à ne pas s'écrouler. Allez maintenant, un point rapide sur les classements. 10 points d'avance maintenant pour Piastri sur Norris. Verstappen est à 49 unités du leader et à 39 de Norris. Duel maintenant qui s'annonce aussi pour la 4e place entre Russell et Leclerc. Hamilton, lui, se détache d'un Antonelli qui n'a pas marqué le moindre point sur le triple header. Albon, lui, est toujours un solide meilleur des autres, devant Hadjar, 9e et meilleur français, et à la porte des points avec 16 unités. Hülkenberg menace maintenant Ocon. Côté constructeur, l'avance de McLaren est monstrueuse, quasiment 200 points là-dessus, c'est clairement joué. Comme anticipé, Ferrari est désormais 2e et a gagné 2 positions. Mercedes tient toujours sa 3e place à cause de l'incident de Verstappen et du fait qu'il n'y a qu'une seule Red Bull. Williams, elle, n'a pas marqué de points, mais a toujours un beau matelas. Racing Bulls, elle, passe 6e enfin, selon moi, c'est la place qu'elle mérite. Elle doit maintenant tenter de s'échapper et aller peut-être récupérer Williams, ça doit être peut-être l'ambition. Quant à Haas, on l'a dit, elle cale et elle regarde derrière où Sauber a fait la grosse opération du week-end. Malheureusement pour Aston, avec le début de saison de raté et le manque de concrétisation à Imola et Monaco, eh bien oui, on a du retard et du coup, on est derrière Sauber et Alpine est désormais dernière. Comme je l'ai dit, il y a du potentiel, mais il y a aussi beaucoup de boulot. Je passe aux notes, comme d'hab, j'attends vos notes en description et dans le Google Doc pour m'aider à ajuster les miennes. Tentons de prendre ça avec du recul, hâte d'avoir vos avis. Piastri à la meilleure note, week-end parfait, parfaitement maîtrisé. Derrière, on a Leclerc. J'ai aimé le pari, qui n'a pas marché, mais la tentative est excellente et sa course est absolument parfaite. Il est ultra précieux pour Ferrari en ce moment. Hadjar, qui est un rookie, rappelons-le, a conduit comme un boss du midfield. Derrière, j'ai Russell. C'est impossible, selon moi, de lui demander beaucoup plus sur ce week-end, à la fois en qualif et en course. Et en vrai, pareil pour Gasly, donc même note. Norris, ça reste un bon résultat, 2e, mais vu que lui, sa saison se joue sur la Q3 et sur le départ et qu'il a raté, entre guillemets, les deux, c'est un peu problématique. Hülkenberg a fait une course énorme, mais peut-être que j'ai mis une note un peu plus basse que ce que vous espériez, parce que je me souviens de l'erreur en qualif. Je dois dire qu'il était un peu chanceux au premier virage, et à la fin, embellit le tout, vous me direz si vous voulez quand même lui mettre plus. Alonso, top en qualif, grosse erreur lors du Grand Prix, mais ça reste du bon travail et il a fait des dépassements décisifs. Bortoletto, je plébiscite l'excellente qualif et un Grand Prix que j'ai trouvé positif. Antonelli, pour moi, il était à sa place, il a moins de 3 dixièmes de retard sur Russell en qualif, ce qui est plutôt très bien, et il fait un Grand Prix normal, sans briller, mais normal. Biermann, dur à noter vu le niveau de la Haas, mais il a selon moi devancé Ocon. Attention quand même aux 10 secondes de pénalité pour ne pas avoir rendu la place à Lawson. Lawson justement, qui n'était pas loin, mais qui n'est pas encore tout à fait là. Et attention, je l'ai dit, au comportement avec les autres. Hamilton a son 6 habituel, car le rythme n'est toujours pas là. Sainz n'a pas vraiment eu de bol en Q1, mais il a passé son week-end loin. Un Grand Prix délicat avec ses ailerons cassés. Colapinto, dur de le noter.
Sa qualif est malchanceuse. Verstappen, il avait 8 ou 9 avant de commettre cette énorme erreur qui pour moi coûte extrêmement cher. Quant à Ocon, eh bien, il retourne dans sa galère et Tsunoda, lui, continue dans sa galère, malheureusement pour lui. Et on a enfin Alexander Albon qui avait fait une bonne qualif avec sa 11e place, mais qui a un souci au départ, qui casse son aileron, qui a un contact avec Lawson, qui a Williams qui est dans le dur. Voilà, selon moi, Albon qui a abandonné, il n'a pas vraiment pu défendre ses chances, donc je ne l'ai pas noté. Il y a aussi les notes des équipes qui suivent un mélange entre performance et optimisation. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Et sur ce, merci de votre écoute, j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis sur tout ce qui vous passe par la tête, je vous lirai, je vous répondrai. Et j'ai hâte de voir aussi vos notes. Sur ce, merci, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et pourtant vous avez regardé 40 minutes de dépris, je ne comprends pas. Bref, merci à tous, on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui finalement note que c'est en faisant un pari stratégique qui ne marche pas que Ferrari obtient un meilleur résultat que ce qu'elle aurait dû obtenir. Il y a une piste à creuser. Allez, à bientôt, bon repos.